Nous sommes le champion Europe. en Europe et Bundesliga, allemand. premier. Nous espérons. Et après, Europe. Peut-être. Peut-être. Nous voulons venir à Paris pour le final. Au revoir. La trêve est bien finie pour bon nombre d'équipes d'Europe. Le championnat a donc repris ses droits. Profitons-en pour regarder un peu ce qui se passe chez quelques-uns de nos voisins. Dans le championnat anglais, qui lui n'a pas connu d'entracte pendant les fêtes de fin d'année, la lutte est chaude entre Ipswich Town et Aston Villa, 38 points chacun. Seule la différence de but les départage. Troisième, Liverpool, 36 points à 2 longueurs. Archibald du club de Tottenham reste le meilleur buteur de première division. En Bundesliga, même cas de figure pour Hambourg et le Bayern. Les Rouges de Munich, samedi dernier, ont laissé filer l'occasion de prendre la tête chez eux en concédant un match nul à Karlsruhe. Troisième, Kaiserslautern et le Stuttgart d'Hansi Müller. En Italie, à la première place actuellement, l'AS Roma. La Roma du Brésilien Falcao et de Roberto Pruzzo, meilleur buteur du calcio. Derrière, l'Inter de Milan. Troisième, la Juventus et Napoli. Remarquons qu'après 13 journées de championnat, 211 buts seulement ont été inscrits par les 16 équipes en lice, ce qui représente une moyenne de 16 buts par journée, un chiffre qui concrétise bien l'hermétisme des défenses transalpines. En Espagne, c'est toujours l'Atlético de Madrid, l'Atlético qui était resté 9 journées invaincu avant de plier une première fois en novembre devant Barcelone, ici, et une deuxième fois dimanche dernier devant Almeria. Deuxième, Valence et les Basques de la Real Sociedad. Enfin, quatrième, Barcelone. Nenad Bjeković pourra-t-il reprendre ses activités de footballeur? C'est la question que l'on se pose à l'OGC Nice. L'avant-centre yougoslave, qui avait été très sérieusement blessé à la tête en novembre dernier, souffre toujours de violents maux de tête. Son avenir est-il compromis? Le point avec Jean Farneau. Est-ce qu'on peut émettre un pronostic 45 jours après l'opération sur l'avenir de Bjeković? Alors 45 jours après, je pense qu'il est encore trop tôt parce que son état n'est pas encore jugé consolidé. Moi, j'ai fait quelques footings chez moi à Belgrade. J'ai senti toujours un petit peu douleur à la tête, j'ai eu mal. Mais comme le docteur il a dit tout à l'heure, je pense que c'est encore trop tôt de donner un pronostic. Quand je vais jouer, est-ce que je vais jouer? Moi, personnellement, je pense que je vais reprendre. Je vais reprendre et je vais faire tout que je reprenne. Vous avez 33 ans. Vous êtes en fin de contrat à l'OGC Nice. Est-ce que vous envisagez d'arrêter la carrière dans le football, soit comme joueur, soit comme entraîneur, ou de rester dans le football? Écoutez, j'ai pas réfléchi. Je sais une chose, que je vais rester dans le football. Je vais rester dans le football. Et j'ai pas encore pensé qu'est-ce que ça va être. Est-ce que je vais rester à Nice? Est-ce que je vais jouer ailleurs? Je ne sais rien. Ce nouveau duo composé des chanteurs Georges Chelon et Bernard Sauva ne se trouvait pas aux Antilles pour un récital, mais dans le cadre de la tournée du club de football des Globetrotters. Cette équipe, sous la présidence de Pierre Cangioni, compte aussi dans ses rangs Michel Delpech, Patrice Laffont, Gérard Holtz, Jean-Michel Karadec, Jean Palissard, Jean-Pierre Savelli, Serge Martinazzo et bien d'autres. Vous avez sans doute reconnu avec le numéro 11 Pierre Cangioni, le Rummenigge des Caraïbes. Du 8 au 19 janvier, les Globetrotters ont disputé 5 matchs en Martinique et Guadeloupe. Le bilan, 2 victoires, 1 défaite et 2 nuls, comme ici contre FR3 Guadeloupe. La passion du football chez les Antillais, qui ont d'ailleurs qualifié 2 clubs en 32e de finale de la Coupe, et le succès de Téléfoot ont surpris tous les joueurs des Globetrotters. Même Michel Delpech, qui en a vu pourtant bien d'autres dans son Loir-et-Cher. Chaque week-end amène son cortège d'incidents et de violences, notamment envers les arbitres. Récemment en Corse, au cours du match de 4e division Étoile filante de Bastia à Digne, M. Garcia, un arbitre, a été blessé grièvement à l'œil. Le joueur bastiais coupable vient d'être d'ailleurs radié à vie. Alors une fois de plus, c'est la colère dans le camp des hommes en noir.
Ils se sont réunis mercredi dernier autour des présidents Sastre et Sadoul pour arrêter les modalités de leur action. On s'attendait à des mesures spectaculaires. Il a été décidé, en fait, de retarder symboliquement de 5 minutes toutes les rencontres de ce week-end. Pierre Thoré a rencontré le président de l'Union nationale des arbitres de football. La mesure en elle-même, en ce qui concerne, si vous voulez, l'absence de l'arbitre, est effectivement symbolique. Mais par contre, les sanctions envisagées et qui seront prises sont-elles très intéressantes et amèneront certainement les futurs fautifs à un peu plus de prudence et peut-être à quelques moments de réflexion. Une question dont la réponse nous éclairera peut-être davantage sur la condition d'arbitre. Pour combien vos collègues prennent-ils actuellement le risque d'être ainsi agressés? Alors s'il s'agit d'un arbitre international, l'arbitre international perçoit 1000 francs d'indemnité de match. L'arbitre de première division, 750. La deuxième division, c'est 500. Mais si vous descendez dans les districts, les arbitres dirigent les parties pour 20, 30 ou 40 francs. Autrement dit, on leur paie à peine les déplacements avec leur véhicule. On peut considérer que cette situation, les agressions dont sont victimes maintenant les arbitres de football, est un peu la conséquence de la montée de la violence parmi les joueurs, mais ne peut-on pas admettre aussi qu'elle résulte quelquefois d'une trop grande mansuétude de certains arbitres? Il est certain que les arbitres ont leur part de responsabilité, mais je dis que si les arbitres sont soutenus par les instances dirigeantes, je crois que nous obtiendrons la sévérité et la fermeté du corps arbitral. Voilà. Alors, on le dit, on le redit, on va le redire encore, peut-être sans cesse, essayer, et en tout cas les jeunes, bien entendu, parce que les adultes, malheureusement, je crois qu'il n'y a plus rien à y faire, mais c'est pour les jeunes surtout, essayez, quand vous jouez au football, de prendre un jour, ne fût-ce que quelques instants, le sifflet, et vous arbitrez vos camarades. Et vous verrez que vous vous ferez insulter sûrement au bout de 2 minutes et vous comprendrez combien il est difficile d'être juge sur un terrain, de voir tout ce qui s'y passe. C'est une responsabilité énorme. Alors, je sais bien que ça ne veut rien dire de le dire comme ça, mais même s'il arrive à convaincre qu'un futur joueur, eh bien c'est toujours ça de gagner, en espérant que ça pourra en convaincre peut-être plusieurs. Voilà. Et chaque fois, nous reviendrons et nous ferons peut-être des sujets, parce qu'il est inadmissible qu'avec l'évolution des êtres à l'heure actuelle, nous en soyons toujours à ce stade de la violence dans le sport. Ça, c'est même incompréhensible. Ce soir, au stade de Grimont-Presse-Joris à Lille, le club local donc, recevait Tours. Et le match n'est pas inintéressant parce que les deux clubs sont très voisins. Ils sont à 2 points au classement. Et c'était une occasion aussi pour les Lillois, en définitive, de faire le trou, comme disent nos camarades du cyclisme. Alors nous allons voir ce qui s'est passé avec des images de Daniel Thierry et puis des commentaires de Didier Roustan ce soir à Lille, entre Lille donc et Tours, 2 clubs qui ne sont pas très bien placés. Oui, et tout d'abord, des coups de trompette et des sifflets qui sont adressés, bien entendu, à l'arbitre M. Lambert et ses 2 juges de touche. Pour ne rien arranger, le match a commencé avec 9 minutes de retard. Ce n'était pas prévu au programme, il y avait même 4 minutes de trop. Les Lillois sont les premiers en attaque avec leur meneur de jeu, Didier Simon, pour mettre dessus, très offensif tout au long de la première mi-temps. Derrière droit passe ici son adversaire direct, Ferrigno. Un rapide relais avec Cabral. Besnard, le capitaine de Tours, arrive trop tard. Et au premier poteau, il y avait Olarevic. Mais quel dommage que Metsu n'ait pas vu au 2e poteau Crimo qui était absolument seul. Première action dangereuse donc après seulement 5 minutes de jeu. On retrouve le Yougoslave Olarevic sur ce coup franc. Les coups francs, c'est un petit peu sa spécialité. Il possède une excellente frappe du gauche. Voilà. La puissance y était et Lille domine toujours une équipe de Tours guère entreprenante, il faut le souligner, depuis le début de la partie. Planck, renvoi de Brulez. Nous allons retrouver le jeune Planck, Stéphane Planck, à ne pas confondre avec Pascal Planck, son jeune frère qui avait réussi un excellent début de saison. Cabral, Simon, extérieur du pied droit pour Domergue qui est monté et Brulez. Du bout du pied dévisse le ballon en corner. On réclame bien entendu un but lillois. Côté supporter, le corner va être tiré comme toujours sur la gauche par Olarevic. Un petit relais avec Cabral et Crimo. Le ballon est détourné une nouvelle fois, mais cette fois, le corner ne donnera pas grand-chose. Petit à petit, Tours montre le bout du nez avec Brulez. Nous sommes à la 14e minute de la partie. Delionis pour Basso, très bien placé, et Domer qui arrive au tout dernier moment.
Vous allez constater sur le ralenti qui va suivre que Basso tarde un peu à tirer. Voilà, là il pouvait tirer, maintenant c'est trop tard. Le pied gauche de Domergue est arrivé. Métour se reprend bien avec Dosevi pour Delionis, anormalement seul à quelques mètres des buts de Bergerot. Dreossi s'en veut un petit peu. Et oui, c'est la première fois qu'il laisse un petit peu de champ libre à l'avant-centre argentin. Et cela a failli faire mouche. Delionis, au départ de l'action, n'était sans doute pas hors jeu. Lille reprend le contrôle du jeu. Nous sommes à la 24e minute. Le capitaine, Arnaud Dos Santos. Metsus est engagé, mais c'est finalement Cabral qui hérite de ce ballon, préfère revenir vers le centre. Didier Simon, un tir, d'Uzé, excellente parade, un corner, pas du tout. Un effet d'optique tout simplement, le ballon termine sa course au fond des filets. Un superbe tir du numéro 10 lillois Didier Simon, qui ouvre donc la marque. Après 25 minutes de jeu, vous voyez, ce n'était pas très évident, car Simon a tiré pratiquement sans élan. Voilà Duzé qui ne peut que toucher le ballon, et Crimo qui était prêt à intervenir. 1-0, ce qui est tout de même assez logique. Simon, puis Dreossi, le militaire, Olarevic, plus souvent à droite qu'à gauche, une tête de Crimo et encore du bout de la main droite, Duzé qui détourne en corner. Crimo qui s'est montré très dangereux tout au long des premières 45 minutes. Il était pourtant chargé de très près par Brulez, ici sur vos images. Corner rapidement joué par Olarevic. Cabral, puis Crimo. Non, ça passe à côté. Alors que Duzé semblait très bien placé sur ce tir de l'avant-centre lillois qui remplace au poste d'avant-centre, bien entendu, Plemelding qui est toujours blessé. Nous sommes à la 44e minute, donc en fin de première mi-temps, et vous allez assister à la plus belle action collective du match. Séverine, qui était au départ de l'action, a donné à Augustin. Entre-temps, le Polonais s'est engagé. Le voici, il redonne à Augustin. Et là, Onis qui prend encore le meilleur sur Dreossi. Les Bergerot étaient très bien placés. Beaucoup de sueur froide pour les supporters lillois. Et à la mi-temps, le Lille Olympique Sporting Club mène 1-0. Coup franc bien placé peu après la reprise pour les joueurs au maillot blanc. Ils sont 7 dans le mur. Alors bien entendu, on s'attend à un tir d'Olarevic qui est près du ballon comme toujours. Il y a aussi Didier Simon. Le coup franc est indirect. Monsieur Lambert place le mur à distance réglementaire. Attention, Olarevic, non, talonnade Domergue, mais Cabral était parti avant le tir et se trouvait en position de hors-jeu. C'est la raison pour laquelle Monsieur Lambert refuse ce but au Lillois. Malheureusement, pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas vous montrer cette action au ralenti. Donc toujours 1-0, centre de Meigneux, centre contré, toujours Meigneux. Et là, un excellent ballon de contre-attaque pour Crimo. Il a le champ libre, Cabral est à droite, Crimo l'a vu. Il faut faire vite, attention, Crimo, et oui, mais il pousse trop son ballon et Duzé avait très bien anticipé. Vraiment, une belle occasion, stupidement gâchée par l'avant-centre de Lille, Crimo. 72e minute, cette fois c'est un coup franc pour Tours à la suite d'une faute sur Delionis. Là encore, vous allez le constater, beaucoup de monde dans le mur. Mais il y a aussi quelques bleus comme Dosevi et Onis qui s'en va sur la droite. Augustin tire le coup franc, voilà, contourne le mur et Dosevi et égalise pour Tours, un peu contre le cours du jeu. Après 72 minutes donc, Lille et Tours se retrouvent à égalité, un partout. Il reste 18 minutes. Lille, bien entendu, va tenter le tout pour le tout avec son libéro Grumelon qui monte maintenant régulièrement. Crimo, Simon. Oui, Olarevic, Duzé une première fois, Brulez une deuxième fois. C'est un corner et on peut vous dire maintenant ce corner ne donnera rien et le score n'évoluera pas. Un but partout. Bien entendu, c'est une excellente performance pour Tours qui restait sur 4 défaites. Il faut remonter à la 19e journée pour voir un bon résultat du Tour. C'était à Saint-Étienne, une victoire 2-1 le 22 novembre 80. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le résumé du championnat.
Mauvais résultat, bien évidemment, pour Lille qui perd une fois de plus un point précieux à domicile. But de Simon pour Lille, but d'Augustin pour Tours, match nul 1-1. Voilà, et merci Didier Rostand parce qu'il y a eu quelques problèmes de montage. La machine est tombée en panne pendant le montage de la mi-temps du match et croyez-moi, ce n'est pas facile dans ces cas-là. Il a fallu rattraper en vitesse. Je peux vous dire que demain, la journée continue, si j'ose m'exprimer ainsi, en tout cas elle est très morcelée, puisqu'à 15 h vous aurez deux matchs, à savoir Paris Saint-Germain-Monaco et Nice-Laval. À 15h30 auront lieu Lyon-Nantes et Bordeaux-Nîmes. À 16 h, le match Nancy-Lens et enfin à 18 h, Angers-Saint-Étienne. Vous voyez qu'avec les matchs du samedi soir, ceux du dimanche et encore qui ne sont pas à la même heure, ça n'est vraiment pas facile de vous donner un compte rendu d'une journée de championnat. Pendant de très nombreuses émissions à venir, du moins je l'espère, nous allons suivre la carrière de l'équipe de France de football. Cette rétrospective commencera en 1935 pour des raisons de qualité technique, vous vous en doutez, mais nous allons vivre comme ça pendant des semaines entières avec les coqs. Et croyez-moi, ça n'est pas inintéressant, mais vous le savez. Nous verrons par exemple au hasard ces images de 1938, un France-Belgique avec des images de notre ami René Lucot. C'était un match comptant pour la Coupe du Monde. Et puis 20 ans plus tard, toujours comme cela au passage, c'était en 1958, nous verrons Justo Fontaine donner un ballon à Raymond Coppa, une fois n'est pas coutume, et c'est Coppa qui marque. C'était en Suède. Mardi soir, à Maubeuge, aura lieu une rencontre entre le Racing Club de Lens et l'Union Sportive de Maubeuge renforcée par Zagar, par Planck et par Marx. Si je vous annonce cette rencontre amicale, c'est parce que le profit de ce match ira entièrement aux sinistrés des tremblements de terre d'Algérie et d'Italie. Alors je vous répète, mardi soir à Maubeuge à 20 h. Demain, le service des sports de TF1 vous donne rendez-vous à 16h25 en direct de Megève avec Michel Denisot, les skieurs qui seront les invités et des images des épreuves. Et puis à Paris, Alain Scoubet recevra Véronique Trinquet et nous vivrons le challenge Martigny à l'escrime et tous les résultats de la journée. Le dernier journal vous est présenté maintenant par Daniel Duigou. Quant à moi, je vous dis bonsoir et puis à samedi prochain pour un numéro 114 de Téléfoot. Merci. Chers amis, si vous désirez assister et participer au Paris de TF1, il faut noter notre nouveau numéro de téléphone où vous pourrez joindre Evelyne qui réservera votre place. Alors c'est le 538 52 12. 538 52 12. Merci. Les paris de TF1 tous les jours à 19h45 sur TF1.